le centre Notre-Dame de Fatima a été fondé en 1948 par les Sœurs de la Providence, qui étaient issues... En fait, les Sœurs de la Providence étaient en charge de l'Institut des sourdes-muettes sur la rue... en fait, c'est pas Saint-Denis, c'est Chérier. Berry, à Montréal, sur la rue Berry, à Montréal. Et puis, dans le fond, ce qui se passait dans les années 1948, c'est que les jeunes filles sourdes de l'ensemble de la province devaient venir à Montréal, à l'Institut des sourdes-muettes, pour recevoir l'instruction, hein, comme on disait à l'époque. Donc, dans les années 40, 50, 60, c'était les religieuses ou les religieux qui prenaient charge de l'enseignement. Et il y avait un endroit pour la province au complet, et c'était sur la rue Berry à Montréal. Ces jeunes filles-là venaient de partout, Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi, tout ça. Puis en 48, on n'avait pas les voitures puis les moyens de communication puis de transport d'aujourd'hui. Alors les jeunes filles, durant l'été, ne retournaient pas dans leur famille. Ils allaient au camp, à la villa à l'époque, à la villa Notre-Dame de Fatima, qui était située à Vaudreuil à l'époque. Où est actuellement le pavillon sur le lac du Château Vaudreuil, donc l'espèce de grande salle là, cossue là, au bord de l'eau de 1948 à 1995. La villa Notre-Dame de Fatima était située à cet endroit-là. C'est un camp uniquement pour les personnes sourdes et malentendantes. Au début, c'était que des filles sourdes qui passaient l'été là, et puis de fil en aiguille, avec, probablement, on fait des liens avec la Révolution tranquille des années 60, ou là, l'émancipation, tout ça. Là, les garçons sont arrivés, c'était encore des religieux qui étaient à la tête du camp. Et dans les années 70, des laïcs sont arrivés, ont pris le relais. Et là, c'est devenu vraiment un camp proprement dit, un peu comme on les connaît aujourd'hui. Donc, on voit vraiment que c'est issu de la communauté religieuse, comme beaucoup de camps au Québec, qui sont issus des communautés religieuses, et même au Canada, on pourrait dire, là. Mathieu, moi, j'ai commencé à Notre-Dame de Fatima la première été pour laquelle j'ai travaillé au centre, anciennement la Villa. C'était en 1994. Je viens de finir mon cégep. Première année, en fait, de cégep. Je me cherche un emploi d'été. Je passe par le local où sont affichées les offres d'emploi au cégep à Valleyfield. Et puis, je vois ça, une annonce, camp de vacances pour personnes sourdes, recherche, moniteur, animateur, tout ça. Je me dis, aïe, aïe. Puis là, ça dit un atout, connaît la langue des signes. Alors, je fais comme, tabarouette, j'ai 17 ans, je connais la langue des signes parce que j'ai une sœur qui est sourde. Wow, c'est une job parfaite pour moi, tu sais. Puis j'étudiais en sciences humaines. Fait que je savais pas trop dans quoi je m'en allais dans la vie, mais ça pour dire que ça m'a appelé. Fait que je suis allé à l'entrevue, puis imagine-toi, j'ai même pas été sélectionné. Mais le directeur général de l'époque, qui a été ici jusqu'en 2012, en fait, Benoît, lui, il a dit non, écoute, un gars qui parle la langue des signes, peu importe, on va le cadrer s'il faut, mais on a besoin de lui. C'est juste des filles dans les camps qui connaissent la langue des signes, tout ça. Il dit non, il dit on va avoir un gars, puis tout ça. Fait qu'il m'a rappelé lui-même, puis il m'a embauché au détriment de l'équipe de coordination du camp. Et puis, sais-tu quoi, j'entame ma 25e saison ici au centre. Ça peut te donner une idée. Le gars avait du flair, faut croire. Puis au début, c'est ça, moniteur-animateur, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment... c'est venu concrétiser un peu ce que je savais pas, mais que j'allais savoir, que j'ai besoin, moi, de faire quelque chose pour la communauté, de redonner à la communauté. Et puis c'est suite à ça que j'ai décidé d'aller étudier en animation et recherche culturelle à l'UQAM à Montréal. Donc aller chercher tout le bagage que j'avais besoin académique pour pouvoir opérer ici au centre. Il faut comprendre que je ne suis pas directeur général, moi je suis directeur du développement. Donc, en plus de ça, j'ai des aptitudes de développement des affaires, de vente, je suis un naturel de ce côté-là. Fait que ça fait en sorte que après toutes ces années-là, j'ai pu voir l'évolution du centre grandir, partir d'un petit endroit à un endroit
7 fois plus grand, quoique magique, très, très, très magique à Vaudreuil. C'est magique ici, mais il y avait quelque chose d'espèce. On est toujours un peu nostalgique de l'endroit là-bas, là, parce qu'il y a plein de souvenirs rattachés, mais ici, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine. On parle de 12-13 employés permanents. C'est 200 employés sur le payroll à chaque année. On sert 42 000 repas. On accueille 35 000 personnes dans un an. C'est immense. C'est des opérations 12 mois par année, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Alors qu'à Vaudreuil, c'était concentré durant l'été. Un vrai camp typique, là, saisonnier, avec quelques opérations durant l'année. Mais c'est ça. Alors, ça adresse un peu d'où je viens puis pourquoi je suis ici. C'est un peu ça. Il faut comprendre, comme on n'accueillait que des personnes sourdes ou malentendantes, ça prenait, pour te dire, là, dans le formulaire d'inscription, il fallait que le parent fournisse un audiogramme, là, qui est l'espèce de truc, le résultat de l'examen audiologique. Pour démontrer que la personne était sourde, malentendante, il fallait vraiment avoir ça dans le dossier. Si tu n'avais pas ça, tu ne pouvais même pas venir. Aujourd'hui, on est loin, loin, loin de ça. Ce qui arrive déjà depuis tout près de 20 ans déjà, c'est en fait le déclin de la clientèle sourde pour toutes sortes de raisons, principalement des raisons technologiques. Qui font que les personnes sourdes aujourd'hui, les parents sont détectés beaucoup plus tôt. Les problèmes de surdité sont détectés plus tôt et les parents ont tendance à vouloir procéder à une opération qui s'appelait l'implant cochléaire. Donc, c'est une implantation d'un truc technologique là, sur la cochlée avec un petit appareil qui fait que la personne, sans dire qu'elle l'entend, comme toi puis moi, ou comme le commun des mortels, mais elle a définitivement accès à une certaine forme de sons là, qui sont disponibles. Donc, ça fait en sorte que l'intégration dans la communauté régulière ou ce qu'on appelle neurotypique, là, qui n'a pas d'handicap, est plus facile. Donc, les enfants vont à l'école régulière, vont dans des camps réguliers, n'ont plus nécessairement besoin d'aller dans un camp spécialisé pour cette clientèle-là. Alors, ça, c'est une chose. Bien entendu, la mode est à l'intégration. Peu importe l'handicap que tu as, si c'est possible de le faire, bien, on va t'inclure dans un groupe régulier pour que tu aies une expérience de vie la plus semblable à la communauté possible. Ça, c'est une grande mode qui fait que, dans le fond, les gens, il y a eu un déclin de cette clientèle-là ici au centre. Donc, on a élargi le spectre de la clientèle et on accueille aujourd'hui des déficients intellectuels qui, eux, recherchent peut-être des services un petit peu plus spécialisés, qui ont des besoins un petit peu plus spécifiques. On accueille aussi des enfants dans le trouble de spectre de l'autisme, dit TSA. Donc, il y a cette clientèle-là. Puis aussi, des clientèles dites dysphasiques, donc ils ont des troubles langagiers, dyspraxie aussi. Alors, on a développé cette spécialité-là au fil du temps, ce qui fait que le camp de vacances aujourd'hui, bien, ce n'est plus que des personnes sourdes, ce sont des personnes sourdes, des personnes dysphasiques, des déficients intellectuels, des autistes qui fréquentent notre camp de vacances ici à Notre-Dame-de-Fatima. Nonobstant tout ce que je viens de mentionner, on a un paquet d'autres services qui nous permettent de nous autofinancer. Je pense qu'on pourra peut-être en parler un peu plus loin en profondeur, là, mais on offre ici, derrière, on a nos chalets, on les offre en location. Donc, les gens sont en mesure de louer, la communauté en général, nos installations durant l'année. Durant l'été, c'est plus difficile, on est pas mal occupé. Je dis toujours qu'on est en mode camp, mais quand l'été se termine en septembre, jusqu'en mai, on accueille toutes sortes de groupes, des écoles, entre autres, qui viennent ici passer des journées, profiter des installations du camp, des familles, des groupes communautaires, des entreprises. Alors, on rend nos installations disponibles à la communauté en location. Donc, on génère du profit qu'on réinvestit dans la mission. Bien entendu, on a notre très populaire camp de jour ici dans la région qui génère beaucoup d'activités au centre. C'est plus de 350 campeurs à chaque jour. Donc, c'est quand même quelque chose. On opère différents programmes comme ça à faire à la communauté. Et ce qui est important de savoir, c'est que comme on détient une expertise dans le camp de vacances, et le camp de vacances, c'est celui où les enfants couchent, où on a une cinquantaine de campeurs qui couchent ici, bien, c'est une expertise qu'on détient pour les camps, les enfants à besoins particuliers, qu'on a exporté
c'est drôle à dire parce que c'est au même endroit, là, mais qu'on a exporté dans notre autre programme qui est notre programme de 40 jours. Et au sein de ce programme-là, on a le programme Arc-en-Ciel qui vise à accueillir en formule 40 jours, donc arriver le matin, départ le soir, des clientèles à besoins particuliers qui nécessitent de l'accompagnement à loisir, soit 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3. Alors, on est vraiment axé sur la mission du centre dans toutes les décisions qui sont prises ici à Notre-Dame de Fatima. C'est sûr que quand on sort des chiffres comme 35 000 personnes, 42 000 repas, les gens se disent « Wow, tabarouette, ça en a fait ça, des personnes sourdes, malentendantes, autistes, déficients intellectuels. » Je dis « Ouais, t'as une minute. » C'est en grande partie de la clientèle neurotypique à partir de laquelle on génère du profit. Puis je dis toujours un peu à la blague là, qu'on est comme un peu Robin des Bois. On prend l'argent aux riches puis on la redonne aux pauvres. T'sais. Mais par contre, on la vole pas, disons, on la vend. Mais on vend nos installations, on rend ça accessible à tout le monde. C'est ce qui fait le secret de la longévité du centre. Et puis je pense un peu aussi qu'il assure la pérennité de l'organisation. Mais c'est un défi de toujours essayer de garder notre équilibre. Hein? La mission par rapport à la clientèle neurotypique qui est toujours les clients qui sont toujours de plus en plus demandants et exigeants. On ne veut pas perdre de vue que tout ça, c'est pour la mission de Notre-Dame de Fatima. Pas de mission, le reste n'existe pas. Alors ça, c'est extrêmement important de le dire. Puis ça doit aussi transparaître dans les chiffres. Alors quand on génère, c'est bien beau générer du profit, mais il faut trouver notre équilibre en quelque part par rapport à ça. On reçoit des subventions du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, de différents programmes de soutien aux organismes communautaires, par exemple. Donc ces montants-là sont extrêmement importants et sont réinjectés dans la mission. Mais ici, là, c'est immense, là. Des dizaines de bâtiments à entretenir, à garder à la fine pointe, toujours propre pour que les clients, au bout de la ligne, les clientèles à besoins particuliers, puissent profiter de ces installations-là. Fait que je pense qu'on a trouvé une recette gagnante qui avec un équilibre qui semble être fonctionnel, enfin. C'est sûr que, bon, on est subventionné, puis tout ça, mais bon, c'est pas suffisant. Puis les subventions sont souvent dédiées soit pour des projets ou pour, tu sais, comme là, on parlait de la mission. Alors, quand on reçoit le programme de soutien aux organismes communautaires, bien ça, c'est pour la mission globale du centre. Mais on a des projets en particulier. Tu sais, quand on développe, mettons, le programme Arc-en-Ciel, là, qui est le programme d'accompagnement loisir dans le camp de jour, actuellement, on n'a pas encore trouvé de subvention qui peut soutenir cette portion-là de la mission. Fait qu'on opère à chaque automne un événement qui s'appelle les 1001 huîtres. En 2018, ça a lieu le 19 octobre. C'est 300 convives qui viennent manger des huîtres. On sert tout près de 10 000 huîtres. Une soirée festive, gastronomique, à partir de laquelle on génère à peu près 50 000 $ de profit net à partir de l'événement, qu'on réinvestit à 100 % dans la mission du programme Arc-en-Ciel, qui est l'accompagnement loisir, comme je disais un peu plus tôt. Ce qui est intéressant, puis ce que ça nous permet de faire, c'est du 50 000, c'est sûr qu'il y a un peu d'argent qui va à l'opérationnalité de toutes les opérations, là, du truc. Peut-être une portion de mon salaire, une portion du salaire de la coordonnatrice des programmes spécialisés, un peu d'entretien et tout ça, mais la plus grande partie de ce montant-là qui est amassé sert à soutenir financièrement directement les familles qui, au bout de la ligne, devraient, pour avoir un accompagnement 1 pour 1, payer peut-être 500 $ par semaine, alors que l'enfant régulier du programme qui vient ici, il en paye 150. Bien, nous, on absorbe la différence. Donc, chaque enfant du programme Arc-en-Ciel paie le même prix qu'un enfant qui vient dans un programme régulier. Donc, si on fait les calculs, 500, 150, fois la quantité de jeunes à besoins particuliers qui viennent, on a 13, 14, 15 par semaine. C'est ça. C'est ça qu'on fait avec cet argent-là. On bonifie la formation. On a une formation qui est vraiment juste wow. Puis on achète des équipements ultra spécialisés qui coûtent super cher. Alors, c'est bien évident que tout ça doit se payer. Puis, c'est à travers l'événement 1001 huîtres qu'on réussit à soutenir financièrement ces familles-là. Puis le programme, bien entendu.
Bien, les ratios, je te dirais que pour la plupart des villes, là, les vrais ratios exacts, là, puis il faudrait que je le sache par cœur, mais je le sais. Généralement, je te dirais c'est du 1,12, 1,15. Si on parle de groupe, là, un moniteur avec une douzaine de jeunes, ça, c'est pas mal le régulier. Fait que la différence en 1 pour 1 à 1 pour 12, bien, tu as 11 jeunes de moins, mais tu as le même salaire là, pour le même employé. Là, fait que c'est sûr qu'au bout de la ligne, c'est des coûts. Les villes, eux, dans un sens, ils doivent offrir le service. Puis, la contrainte financière est peut-être un peu moins importante, quoique les villes essaient toujours de trouver leur équilibre financier, là, comme une organisation, là, comme la nôtre. Sauf que la contrainte est un peu moins importante qu'un organisme à but non lucratif qu'il faut comme on dit, qu'il break even, qu'il arrive kiff-kiff à la fin de l'année. La marge de manœuvre là, est vraiment très, 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 très serrée ici. Là. Alors, il faut être créatif, puis c'est en faisant des événements de levée de fonds, en rendant accessibles nos installations à la communauté locale qu'on arrive à pouvoir accueillir toutes ces clientèles-là là, qui, sans nous, qu'est-ce qu'ils feraient durant l'été? C'est une super question. Je n'ai même pas la réponse. Là. Ils seraient-tu dans un hôpital ou un centre spécialisé ou carrément à la maison? Je pense qu'on vient vraiment en support aux familles. Puis ce qu'on fait, c'est juste fantastique. Puis je te dirais que 100% des familles qui ont accès à ce programme-là le reconnaissent. Bien, la beauté de la chose dans notre programme, en plus, Mathieu, c'est qu'on a accès... Puis ça coûte cher, là, on va se le dire. Puis c'est pour ça que tous ces programmes-là, les levées de fonds, puis les installations, c'est que dans le fond, ça prend des employés qui sont spécialisés. Psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, tout ça. Et puis ça se paye, là, tu sais. Puis on est en période estivale. Mais ça, souvent, ces gens-là, bien, c'est des gens qui travaillent durant l'année. Puis l'été, bien, ils sont en milieu scolaire, par exemple. L'été, bien, c'est leur été de congé, tu sais. Fait que ils viennent travailler au centre. C'est pas la majorité, là, c'est quelques-uns, là. Mais si on va avoir accès à ces gens-là, bien, tu sais, il faut qu'on puisse les rémunérer adéquatement, tout ça. Mais ceci étant dit, on a la chance, nous, d'avoir ce qu'on appelle l'agent d'intégration, qui est un peu, si on peut dire, le chef de camp du programme Arc-en-Ciel, entre autres, qui détient une expertise qui est probablement issue du centre depuis quelques années, puis qui étudie là-dedans aussi, probablement, qui offre ce service-là à caractère spécialisé. Puis en plus de ça, bien, on a une coordonnatrice des programmes spécialisés qui chapeaute tous les programmes qui s'adressent aux clientèles à besoins particuliers. Alors, ça aussi, c'est fantastique de pouvoir compter sur cette personne-là. Puis ça fait toute la différence dans la qualité du rendu, là. Mais on est vraiment chanceux puis privilégié d'avoir accès à ces personnes-là. Mais on met le cadre en place pour pouvoir le faire. Puis on travaille très fort, 12 mois par année, pour que ça se produise. Parce qu'on accueille non seulement durant l'été, mais durant toute l'année, à tous les fins de semaine, on a ce qu'on appelle le programme de répit. Les mêmes clientèles qui viennent durant l'été, mais qui continuent à avoir besoin de nous durant l'année. Tu sais, le parent, à un moment donné, est essoufflé, la clientèle a besoin particulier, ça demande beaucoup de temps, d'énergie de la part du parent qui travaille comme n'importe quel autre parent, qui doit faire son épicerie, son ménage, tout ça. Fait qu'une fois de temps en temps, de permettre à son jeune de venir au camp, bien, ça lui donne un répit. Mais en plus de ça, le jeune aussi, ça lui donne un répit, là, de venir ici avec ses amis qui côtoient des gens un peu comme lui, de partager des choses dans un contexte de plein air, de glissade, de raquettes, de ski de fond, de patinoire, de tous les trucs qu'on connaît d'un camp qu'on peut faire l'hiver. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est comment je te dirais bien, autant le parent que le campeur bénéficient de tout ça. Puis c'est une autre chose qu'on est très fiers, là. Ouais. Écoute, c'est sûr que là, si on parle des levées de fonds, puis là, tu fais référence à, dans le fond, qu'on se partage la tarte. Hein? Tu n'as pas plus de donateurs parce que tu as plus d'organismes. C'est les mêmes donateurs pour la même quantité d'organismes, même que les organismes croient plus rapidement que le nombre de donateurs, là. Moi, je pense, puis ma philosophie, moi, c'est de travailler en partenariat. On se parle entre les organisations, on se côtoie dans des événements. On s'encourage entre nous. Tu sais, je vais à des événements
par exemple, de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Je participe à certains événements. Même eux, des fois, participent à nos événements. Tu sais, on s'entraide, on communique entre nous. On se partage aussi le calendrier parce que là, à un moment donné, les vendredis du mois d'octobre, bien, il y en a toujours bien juste 4. Là, puis là, bien, on veut tout faire de quoi à l'automne. Fait qu'on s'appelle, puis moi, je pense que j'essaie d'agir en leader à travers tout ça pour faire en sorte que, justement, on se tire pas dans le pied puis qu'on ne se tire pas le coin de la couverte. On va essayer plutôt de travailler ensemble, mais c'est sûr qu'il faut être créatif. La qualité des événements qu'on met en place, la qualité du rendu de tout ça. C'est sûr qu'à Notre-Dame de Fatima, bien, on génère des revenus d'opération. C'est un avantage qu'une autre organisation n'a pas. Par exemple, je ne sais pas moi, la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, c'est une vraie fondation. Eux, les revenus, bien, c'est des revenus de donateurs, de bailleurs de fonds, d'événements. Ils ne génèrent pas de revenus, ils ne font pas de vente. Là. Ils ne vendent pas des services à des gens qui récoltent de l'argent. Nous, on a cet avantage-là de pouvoir faire ça. Donc, c'est pour ça que je dis que faut être créatif, tu sais. Alors, on est bien, je pense qu'on est privilégié de pouvoir faire ça, là, mettons, si on se compare aux autres organisations. Mais oui, on se partage la tarte, puis je vois pas ça comme de la compétition, on travaille ensemble. Ouais. À chaque année, ça recommence. À chaque année, il faut doubler les efforts. Il faut être créatif, il y a des comités. Tu sais, moi, je dis toujours à tout le monde, je suis seulement la grande gueule de Notre-Dame de Fatima. Moi, le gars du développement des affaires qui détient un peu l'historique du centre, je suis celui qui parle, là, tu sais. Mais en arrière de moi, il y a une équipe, là. Il y a du monde ici là, qui travaille, là. Les gens de terrain, là, je pense à Guillaume Roberge, qui est mon directeur des programmes, Nelson Beauchamp, notre DG, qui est un gars de finance, et une machine de guerre de chiffres qui fournit des rapports, tout ça. On a l'adjointe administrative, Michel, l'équipe de vente, Isabelle, Nancy, Linda, toutes les cuisines, la maintenance, tous ces gens-là, là, les autres sont ici à tous les jours, là, puis c'est du jus de coude, là, du jus de bras qu'on appelle, là, de l'huile de coude, je ne me rappelle plus l'expression, mais c'est ça, là. Puis c'est avec ces gens-là qu'on se renouvelle constamment. Puis oui, c'est clair que c'est un défi de se renouveler constamment, parce que si on reste assis sur nos lauriers, puis on profite d'une croissance, puis on fait rien, bien, à un moment donné, on plafonne. Puis, depuis 2012, on connaît des succès retentissants pour toutes sortes de raisons, campagne de marketing, nouveaux sites Internet, toutes sortes de trucs auxquels on a accès qui font qu'on connaît vraiment cette croissance-là en ce moment. Mais c'est vraiment avec l'équipe qu'on va chercher des nouvelles idées, qu'on se renouvelle pour justement être à fine pointe tout le temps, puis pas laisser aller trop de... Je sais pas si on peut appeler ça des parts de marché, là, mais comme je disais, les donateurs, ils choisissent leur cause. Puis il faut que la cause elle soit sexy, parce que si elle n'est pas sexy, ça ne te donne pas envie de donner. Puis il faut que tu aies le sentiment que tu donnes pour quelque chose de réel, puis que c'est concret. Là. Pas juste donner pour une mission globale, mais donner pour de quoi tu sais, le donateur, là, Fatima, là, quand il vient à l'événement adulte, s'il dépense 1500, 2000 ce soir-là, bien, il sait que l'argent elle va retourner aux familles qui ont besoin de ça. Il sait que le parent va payer le même prix que tous les autres parents. Il sait qu'il va y avoir des équipements spécialisés. T'sais, on met ça à l'avant-plan. On est transparent pour en parler, pour tenir les gens au courant. C'est pas la mission globale, ça s'en va tout dans un pot, puis ça sert à payer le salaire du directeur du développement, tu sais, mettons. Ou toutes les... Non. On travaille vraiment fort, puis on est plus transparent que jamais. Puis je pense que ça, c'est la recette gagnante là, au niveau de tous les donateurs et des gens qui contribuent financièrement. Là. Des fois, c'est la ligne est mince entre organisme à vocation charitable puis à vocation d'économie sociale. Nous, puis c'est comme si on avait un choix à faire. À un moment donné, on est-tu un ou on est-tu l'autre? Mais ça, c'est sur papier, à mon avis, parce que concrètement, je pense qu'on peut être un peu des deux. Là, nous, c'est clair qu'on est à vocation charitable. On fait de la levée de fonds. D'ailleurs, on a notre numéro d'organisme de charité. On peut émettre des reçus d'impôts pour des dons. Mais c'est sûr qu'on est une entreprise d'économie sociale parce que, dans le fond, on contribue à la communauté. Socialement parlant, on permet à des jeunes de venir vivre une expérience qu'ils ne vivraient pas si on n'était pas là.
Puis c'est ça qui fait la différence. Puis tu sais, on offre des tarifs accessibles, réduits. On contribue à toutes sortes d'organisations, soit en temps. Par exemple, moi, je suis impliqué dans différents conseils d'administration dans la région pour faire, oui, rayonner le centre, mais aussi pour faire en sorte que tout le monde de la communauté, peu importe que tu sois quelqu'un qui est défavorisé, qui a un handicap ou qui a des limitations, bien, que tu aies accès aux mêmes services, aux mêmes choses que les gens de la communauté en général. Il n'y a pas de raison que parce que tu es moins nanti, que tu as un handicap, peu importe, que tu ne devrais pas avoir accès à la même chose que les autres. Là. Il faut. Donc, je pense que nous, à Notre-Dame-de-Fatima, on travaille très fort. D'ailleurs, on fait partie du pôle d'économie sociale. On contribue, quand on va là à cette rencontre-là, on partage notre savoir. C'est une grosse business ici, là. Ça roule beaucoup. Mais des fois, là, on détient de l'information là, que d'autres organismes ne savent pas. Je vais vous donner un super exemple. Là. Ça va sortir à la télé là, maintenant. Mais il y a un programme qui existe avec Google qui s'appelle Google Ad Grants. Ce programme-là, c'est Google, qui est très populaire, qui offre du référencement par mots-clés. Il te donne 10 000 US par mois gratuit. OK, il y a un paquet de paramètres à respecter. Là, tu ne rentres pas là-dedans comme demain matin, il t'a des paramètres puis tout ça. Mais il y a beaucoup d'organisations qui ne savent pas ça, là, au niveau de l'économie sociale puis au niveau des organismes à but non lucratif. Mais ça, c'est de l'argent, là. 10 000 par mois là, pour faire des campagnes, pour soutenir ta mission. Là. Nous, ça a été un franc succès à Notre-Dame-de-Fatima. C'est ça qui fait, entre autres, qu'on connaît une croissance phénoménale parce que c'est très dispendieux, les campagnes de mots-clés sur Google. Là. Mais avec un programme comme celui-là, c'est fantastique. Mais moi, là, partout où je vais, là, les OBNL, « Hey, tu connais ça? Hey, tu connais ça? Google Ad Grants? Hey, tu connais ça? » Mais juste ça, là, je pense que ça démontre qu'on s'implique dans la communauté puis on veut faire rayonner nos organisations. On s'entraide, on s'appelle à l'occasion, puis des fois, on prête nos installations, nous autres ici, parce que c'est disponible. Fait que, je sais pas, moi, une organisation nous appelle, on peut-tu emprunter ton terrain, on va faire un pique-nique? Bien oui, pas de problème, no charge. Venez faire ça ici, avez-vous besoin d'équipement, on vous prête des équipements. C'est des choses qu'on fait. Fait que je pense que oui, c'est là où on peut, Notre-Dame-de-Fatima, avec les moyens qu'on a, se démarquer dans l'économie sociale. T'sais.